Sans l'ombre d'un doute, voici l'un des cas les plus glaçants de l'histoire des exécutions aux États-Unis. C'est l'histoire d'une femme qui, après avoir passé moins de 2 ans dans le couloir de la mort, a été exécutée par injection létale dans l'État de l'Arkansas. Christina Mary Riggs a commis un acte si perturbateur et si impardonnable que le jury n'a pas hésité à prononcer la sentence. L'État n'a pas tremblé pour l'appliquer et elle-même n'a jamais réussi à se pardonner. Mais avant d'en arriver à ces derniers instants, il faut revenir sur la décision qui a scellé son destin. L'affaire que vous allez découvrir contient des détails sensibles et difficiles à entendre. La discrétion du spectateur est conseillée. Tous les faits sont présentés avec le soin et le respect dus aux victimes. Le 4 novembre 1997, Christina Mary Riggs a quitté l'Arkansas Heart Hospital pour la dernière fois. Pour beaucoup de ses collègues, elle était considérée comme l'une des infirmières les plus exemplaires. Dévouée, aimable et responsable. Mais cet après-midi-là n'était pas comme les autres. Cette fois, Christina ne comptait pas revenir. Dans son esprit, elle avait déjà pris une décision, mettre fin à ses jours et à ceux de ses enfants. Elle est sortie de l'hôpital, les poches pleines de médicaments volés, morphine, chlorure de potassium et un flacon d'Elavil. Mais ce n'était pas pour soigner des patients, c'était pour quelque chose de bien plus sombre. Christina était mère de 2 enfants. Comme d'habitude, elle est allée les chercher chez sa mère, Carol, qui les gardait pendant qu'elle travaillait. Sa mère a remarqué quelque chose d'étrange dans son comportement, un pressentiment que quelque chose de grave allait arriver. Elle lui a demandé si tout allait bien. Christina a répondu que oui. Elle lui a versé l'argent qu'elle lui devait et elles sont parties. Une fois chez elle, elle leur a donné à manger, a joué avec ses enfants et a poursuivi sa routine avec une apparente normalité. Ce soir-là, dans son petit appartement de Sherwood, Christina a bordé ses petits. Justin, 5 ans à peine, et Shelby, qui n'avait pas encore 2 ans. Elle leur a baisé le front, a ajusté leur couverture et les a serrés tendrement dans ses bras. Les enfants ont souri, heureux de voir leur mère si affectueuse, sans imaginer ce qui allait suivre. Ce soir-là ne serait pas une soirée joyeuse comme les autres. C'était le début d'un compte à rebours vers la mort. Vers 22h, Christina a dit à Justin et à sa sœur qu'ils pouvaient prendre un bonbon en récompense de s'être si bien tenus chez leur grand-mère. Sans le savoir, le petit garçon et sa sœur ont ingéré des doses létales d'Elavil, un puissant antidépresseur suffisant pour les rendre inconscients. Ensuite, Christina est restée debout près de leur lit, les observant pendant qu'ils dormaient, attendant en silence que les comprimés fassent effet. D'abord, ce fut Justin. Christina a rempli une seringue et lui a injecté du chlorure de potassium directement dans les veines, le même composé utilisé lors des exécutions. Cependant, elle ne l'a pas dilué correctement. Le corps de l'enfant a réagi immédiatement. Il s'est réveillé confus, criant et pleurant. Sa poitrine se contractait et ses nerfs semblaient brûler de l'intérieur. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Christina a paniqué. Elle a essayé de corriger le tir en lui administrant de la morphine dans l'espoir de le calmer, mais cela n'a pas fonctionné. Elle a alors pris un oreiller et l'a pressé contre son visage. Justin s'est battu, a donné des coups de pied et a griffé en criant désespérément « Maman, non, maman !» Mais Christina ne s'est pas arrêtée. Finalement, son petit corps a cédé. Puis elle s'est tournée vers Shelby. Cette fois, elle n'a pas pu utiliser l'aiguille à nouveau, pas après avoir vu ce qu'elle avait fait à Justin. À la place, elle l'a étouffé. Shelby, encore sous les effets de l'Elavil, a à peine réagi. Elle était trop petite pour comprendre ce qui se passait et, en quelques secondes, elle est restée immobile. Quand tout fut terminé, Christina a pris les corps de ses enfants et les a portés sur son lit. Elle les a placés l'un à côté de l'autre et les a bordés soigneusement, comme si elle les couchait simplement pour dormir. Ensuite, elle s'est assise pour écrire 3 lettres d'adieu, une pour sa mère, une pour sa sœur et une pour son ex-mari. Dans la lettre destinée à sa mère, elle expliquait qu'elle craignait que les enfants, ayant des pères différents, ne soient séparés après sa mort. Elle a également écrit qu'elle ne voulait pas qu'ils grandissent en sachant qu'elle s'était suicidée. Enfin, Christina a ingéré une dose massive de 28 comprimés d'Elavil. Elle s'est injectée du chlorure de potassium et s'est effondrée sur le sol près du lit, aux côtés des enfants qu'elle venait de coucher pour toujours. Le lendemain, le 5 novembre, sa mère Carol a commencé à s'inquiéter. Elle n'avait pas de nouvelles de Christina et ne pouvait pas se défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. Vers 16h, elle est entrée dans l'appartement et s'est figée. Ce qu'elle a vu l'a anéantie. Ses petits-enfants étaient morts et Christina, à peine vivante, gisait sur le sol, inconsciente mais respirant encore. Carol a immédiatement appelé le 911 et les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Christina était en train de s'éteindre, mais ils ont agi vite. Ils l'ont montée dans l'ambulance et l'ont transportée au Baptist Memorial Hospital. À 17h30, les médecins lui avaient déjà pompé l'estomac et l'avaient stabilisée.
Elle a survécu, mais le mal était fait. De retour à l'appartement, les détectives ont commencé à tout reconstituer. Ils ont trouvé des seringues, des restes de morphine, du chlorure de potassium et un flacon vide dès la ville. Ils ont également trouvé les lettres. Une par une, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Immédiatement, ils ont appelé l'hôpital avec un ordre clair, aucune visite. Christina n'était autorisée à voir ni à parler à personne, pas même à sa propre famille. Mais la famille n'est pas restée les bras croisés. Peu après minuit, ils ont engagé un avocat pour la protéger. Celui-ci n'a pas perdu de temps, il a appelé directement la police pour leur dire de ne pas parler à Christina à moins qu'il ne soit présent. Mais la police l'a ignoré. Le lendemain matin, le 6 novembre, les détectives sont entrés dans la chambre d'hôpital, lui ont lu ses droits, ont allumé l'enregistreur et ont commencé à poser des questions. En moins de 8 minutes, Christina a avoué. Elle leur a tout raconté. Comment elle avait tenté de mettre fin à toute leur vie, comment elle avait vu Justin hurler de douleur, comment elle avait pressé un oreiller sur son visage pour finir ce qu'elle avait commencé, comment elle avait déplacé les corps sur son lit en espérant qu'ils meurent tous ensemble. Elle a dit qu'elle n'avait prévenu personne parce qu'elle ne pensait pas que quelqu'un puisse comprendre. À la fin de cette même journée, Christina a été incarcérée à la prison du comté de Pulaski et accusée de 2 chefs d'homicide qualifiés. Et lorsqu'elle s'est finalement présentée devant le juge, elle n'a pas cherché à cacher ce qu'elle avait fait, mais elle a tout de même plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Mais le mal était fait. Ses aveux étaient enregistrés avec sa propre voix. Les lettres étaient écrites de sa main. Et l'appartement qu'elle avait laissé parlait de lui-même. C'était un endroit où 2 enfants s'étaient couchés en croyant être en sécurité et n'avaient plus jamais rouvert les yeux. Les enquêteurs ont commencé à creuser dans sa vie, cherchant des réponses, cherchant le moment où tout avait basculé. Et ce qu'ils ont trouvé n'a pas rendu les choses plus faciles à comprendre, cela les a seulement rendues plus lourdes. Christina Mary Riggs est née à Lawton, en Oklahoma, mais grandir ne signifie pas toujours être aimée. Elle a confié plus tard aux enquêteurs avoir été victime de gestes déplacés de la part d'un membre de sa famille. À 14 ans, elle essayait déjà de calmer la douleur avec des cigarettes, de l'alcool et de la marijuana. À 16 ans, elle est tombée enceinte pour la première fois. Bien qu'elle soit allée au terme de sa grossesse, elle a donné le bébé à l'adoption, une décision dont elle n'a pas beaucoup parlé par la suite. Elle a essayé d'avancer, elle est retournée au lycée, a obtenu son diplôme d'infirmière auxiliaire, et pendant un temps, sa vie a semblé stable. Elle a passé la vingtaine à travailler dans les soins à domicile, puis a trouvé un emploi dans un hôpital pour vétérans. Sur le papier, elle semblait être quelqu'un qui se reconstruisait. Elle était douée dans son travail, mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se briser. En 1991, Christina est retombée enceinte, cette fois d'un garçon qu'elle a nommé Justin Thomas. Le père avait déjà disparu avant même qu'elle ne sache qu'elle était enceinte. Mais peu avant la naissance de Justin, en juin 1992, elle a commencé à fréquenter un homme nommé John Riggs et ils se sont mariés l'année suivante. En décembre 1994, ils ont eu une deuxième enfant, Shelby Alexis. En 1995, ils ont déménagé à Sherwood, en Arkansas, là où vivait la mère de Christina. Là-bas, Christina a trouvé un nouvel emploi au Baptist Hospital. Sur le papier, cela ressemblait à un nouveau départ, mais les fissures se sont rapidement ouvertes. Christina a affirmé que John était violent avec Justin, qu'elle l'avait vu frapper l'enfant à l'estomac une fois. Ce moment a été le point de rupture, a-t-elle déclaré, et elle a mis fin au mariage peu après. Depuis lors, elle était seule, élevant 2 enfants, effectuant de longues gardes à l'hôpital sans recevoir d'aide réelle. Lors de son procès en 1998, Christina n'a pas demandé la clémence. Elle n'a pas clamé son innocence. Au contraire, elle a dit qu'elle avait perdu la raison. Ses avocats ont soutenu qu'elle n'était pas coupable par démence, que des années de dépression l'avaient vidée de l'intérieur et que le traumatisme d'avoir travaillé comme infirmière lors de l'attentat d'Oklahoma City avait brisé le peu qu'il restait. Les médecins qui ont témoigné en sa faveur ont déclaré qu'elle souffrait d'une dépression sévère résultant des abus sexuels subis durant l'enfance, d'une série de relations ratées, du manque d'argent et d'une faible estime de soi liée à son obésité. Mais les procureurs n'y ont pas cru. Ils ont présenté une version différente. Ils ont dit qu'il ne s'agissait ni de douleur, ni de maladie. Ils ont affirmé que Christina était devenue amère et qu'elle voyait ses enfants comme un fardeau. Ils l'ont accusée de les avoir laissés enfermés dans leur chambre pendant qu'elle sortait le soir dans des bars karaoké. Ils ont soutenu qu'elle avait planifié ses meurtres avec calme et froideur et que ce qu'elle avait fait n'était pas le résultat d'une maladie mentale, mais d'un choix. Ils l'ont dépeinte comme une tueuse de sang-froid pour qui ses enfants étaient un encombrement. Le jury n'a pas mis longtemps à décider quelle version il croyait. Christina Riggs a été reconnue coupable de tous les chefs d'accusation.
Une fois attachée au brancard, Christina s'est adressée directement à ses enfants. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolé d'avoir pris la vie de mes bébés. Il n'y a aucun moyen de compenser ou d'effacer la douleur que j'ai causée à tous ceux qui les ont connus et aimés. Sa voix est restée ferme lorsqu'elle a ajouté « Maintenant, je peux être avec mes bébés, comme cela a toujours été mon intention. » Et avant que les médicaments ne commencent à couler, elle a délivré un dernier message. « Je vous aime, mes bébés. » Christina a été la première femme exécutée en Arkansas depuis 1845, et à ce jour, elle reste la femme la plus jeune exécutée dans les États-Unis modernes. Elle a été déclarée morte à 21h28. Christina Mary Riggs avait 28 ans. Qu'en pensez-vous? Justice a-t-elle été rendue pour Christina Mary Riggs? Beaucoup pensent qu'elle a agi sous l'emprise d'une dépression postpartum non diagnostiquée. D'autres disent qu'aucune justification n'est possible pour ce qu'elle a fait. Faites-le moi savoir dans les commentaires.